Un direct. Lancer un direct. Donc, il nous refait ça. Et je pense que nous allons être dans quelques secondes sur le Facebook Live. De toute façon, vous allez m'entendre faire le zouave et lancer la réunion. Ça voudra dire qu'on y est. Je surveille. Focus sur le rond-point des vaches. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors, un mot d'excuse pour Défaite Serre toi-même, notre pianiste, et je sais que vous êtes nombreux à venir au Café Climat Défaite Serre uniquement pour écouter Christian, le pianiste de l'assaut qui fait toujours son introduction musicale, hein, beaucoup de talent. Mais ce soir, Christian n'est pas avec nous. Il a eu malheureusement un empêchement. Voilà, à une semaine du vote du conseil départemental la semaine prochaine, je reviendrai dessus. Ce soir, Effet de serre toi-même a décidé d'inviter Première et Deuxième Avenue contre le contournement Est et le comité de citoyens de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Wassel et des boucles de la Seine. Que des citoyens engagés qui travaillent pour comprendre, pour partager tout ça. Je vous propose de vous laisser la parole, peut-être Julien, ou comme vous voulez, et je reprends après pour faire une petite présentation un peu comme ça, à la volée, le temps que je fasse les réglages de paramètres sur Facebook, et après on rentre dans la présentation. Oui, Allez-y. bonjour, Julien Pacotte, donc des deux avenues à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais on te remercie, Guillaume, et on remercie Effet de serre toi-même pour cette invitation. Quand tu m'as proposé de participer à un café climat, j'avais pensé faire un point sur le barreau de raccordement parce que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à appréhender pour pas mal de gens. On ne comprend pas bien à quoi ça sert, à quelle forme ça va avoir précisément. En discutant avec nos adhérents, on se rend compte que le concept est quand même assez abstrait. Et donc, j'ai choisi de creuser un peu ce sujet-là et d'inviter Alexis du comité de sauvegarde du patrimoine pour aussi nous expliquer les enjeux patrimoniaux sur le parcours du barreau de raccordement. Donc, Alexis, si tu veux te présenter. Merci Julien. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, tu m'as invité chaleureusement à participer à ce café climat. Je te remercie. Merci Guillaume également. Effectivement, le point proche du rond-point de la Chapelle, du rond-point des Vaches, au niveau du hameau de la Chapelle, il y avait quelque chose quand même de significatif à ce niveau-là et qui n'a pas forcément été très discuté dans les prémices de l'enquête publique. Et c'est bien ce manoir de la Chapelle et son puits, en sachant que l'ensemble est protégé au titre des monuments historiques. Et donc, ce projet-là, a priori, ira à travers le site même du manoir de la Chapelle et en fera je ne sais pas quoi, même si des aménagements devraient plus tard être proposés avec l'architecte des bâtiments de France. Mais ça, c'est des peut-être, et dans l'écrit, le manoir de la Chapelle n'est pas respecté en tant que tel, en tant que monument historique, et c'est bien dommage. Et effectivement, là-dessus, on essaie de se battre pour faire, on va dire, le maximum de bruit, pour faire comprendre que voilà, ce monument qui ne paye pas forcément de mine parce qu'il est à côté d'une zone industrielle très fréquentée, on ne le voit pas tout de suite, il n'y a pas de panneau indicatoire, d'ailleurs, ce qui est étonnant pour un monument historique. Et c'est éventuellement, dans ce combat-là, le faire revivre en espérant que le projet ne l'achève pas pour déclencher derrière éventuellement une zone d'attrait touristique, patrimonial qui pourrait se déclencher autour de ce site-là. Donc il y aura plein de choses à faire derrière et pas uniquement parler du patrimoine assez succinctement. Et voilà.
va pas faire d'histoire non plus sur le site. Voilà ce que je Parfait. pouvais faire en intro. Merci Alexis et Julien. Alors, avant de rentrer dans ce sujet qui me paraît assez intéressant, qui est celui du barreau sur le raccordement au rond-point des Vaches, on est donc sur les communes de Saint-Étienne et de Boissel. Un petit pitch pour essayer de positionner d'abord le projet. Le projet, ce sont 2 autoroutes, A133, A134, faussement appelés contournement Est, qui sont assez éloignés de Rouen, qui sont principalement pensés, soi-disant, pour les transits, c'est-à-dire les trafics qui vont traverser Rouen, qui sont très minoritaires à l'échelle des trafics globaux sur Rouen, moins de 2%, pour faire simple, et essayer de faire comprendre aux internautes qu'il y aura une barrière de péage, que cette barrière de péage sera aux alentours de 5 € pour les véhicules légers, les voitures, à peu près 12 € pour les poids lourds, c'est-à-dire un coût très important, que ce coût très important, on le sait parce qu'on a étudié l'évolution des prix des péages, notamment en Normandie, qui vont augmenter dans les années après construction, si la construction devait avoir le jour, et donc que globalement les impacts sur l'environnement, sur l'eau, sur l'air, sur les émissions de gaz à effet de serre, et on voit bien à travers les températures de ce mois de mars, ça fait 2 jours qu'on bat les records de température les plus chaudes du mois de mars en France, qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'ensemble des sommets internationaux ont bien dit qu'il fallait diviser par 4. Ce projet rajoute 50 000 tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère. C'est énorme au vu des réductions qu'on doit faire. Donc, un projet très impactant, très cher, à peu près le prix des autoroutes les plus chères en France. Il y a 9 viaducs, beaucoup d'ouvrages d'art, ça coûte très très cher. Un péage qui sera tout aussi cher, et donc des solutions alternatives que nous avons présentées dans plusieurs autres cafés climat, sur lesquels sur lesquels certains des élus d'ailleurs se sont déjà emparés de ces solutions pour les proposer comme alternatives. Deuxième aspect, le contexte. Où en est-on en quelques mots? Donc, les collectivités locales qui s'étaient mis d'accord ont subi encore une désaffection. Pourquoi une désaffection? Parce que le Conseil général de l'Eure et la communauté d'agglomération Seine-Eure, qui regroupe Louviers et Val-de-Reuil, se sont déjà retirés il y a 3 ans du projet. Maintenant, c'est la métropole Rouen-Normandie qui, par un vote au mois de janvier 2021, s'est retirée du projet à hauteur de 66 millions. Ils ont retiré leur part de financement. On a donc maintenant, si vous voulez, 2 collectivités qui sont restées encore prêtes à financer ce projet climaticide inutile et beaucoup trop cher, le conseil départemental de Seine-Maritime, la région Normandie, et il reste l'État sur le côté, mais l'État se mouille pas trop et renvoie tout le monde en disant il faut que les collectivités elles s'entendent. Donc l'État pour l'instant il botte un peu en touche, on va dire, il ne prend pas vraiment parti. Et donc le Conseil régional a voté une augmentation de sa part jusqu'à 205 millions au début fin février, pardon, et le Conseil départemental de Seine-Maritime jeudi prochain va voter, on n'espère pas, mais on pense qu'ils ont la majorité, va voter une augmentation pour aller jusqu'à 40 millions d'euros d'investissement sur cet équipement. Il va y avoir des mobilisations toute la semaine, il faut suivre sur Facebook, vous aurez les infos, etc., qui vont tourner. Bon, le contexte sanitaire fait que ça va arriver un peu au dernier moment, certainement à partir de mardi. La semaine prochaine, au Café Climat, normalement, nous invitons des conseillers départementaux après le vote. Alors pour l'instant, on a pas mal de réponses dites de gens dits de gauche. La droite dit oui, plus tard, etc. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Et puis dernier point un peu méthodologique, et après je vous laisse la parole pour ce soir. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir, si vous voulez faire des remarques, venez sur la page des Faits de Serre toi-même sur le Facebook. Vous pouvez, dans les commentaires,
posez vos questions, on essaiera d'y répondre. Alors, attention, il y a un tout petit décalage temps entre le moment où nous on parle et la question et donc les réponses. Hein. C'est lié à la structure entre la visio, Facebook et vos commentaires. On ne peut pas surveiller toutes les pages parce que on a peur que le système informatique plante. Donc, les questions, les remarques, c'est sur la page d'effet de serre pour des raisons techniques. Voilà, j'en ai fini avec la présentation un peu simpliste de tout ça. On reviendra dans les questions. Julien, qui a beaucoup travaillé pour vous, je le remercie de son travail. Il nous a fait une belle présentation. Je te laisse maintenant la parole pour nous faire tout ce travail nous présenter tout ce travail que tu as préparé. Bonjour. Donc, déjà, je vais présenter brièvement donc, qui on est, donc les deux avenues. Donc, on est lié donc, à un petit quartier donc, qui se trouve à Saint-Étienne-au-Rouvray, donc, où on a première et deuxième avenue. Nous nous sommes engagés dans ce combat contre le contournement Est en 2016 pendant l'enquête publique. On a pas mal participé à des événements, à inciter les gens à se manifester sur le registre d'enquête publique à ce moment-là. On a été assez vite remarqué par le collectif qui nous a invités rapidement à participer à ces réunions, à ces événements. Et donc, c'est en grande partie grâce à ça qu'on est là, qu'on vous présente ce support aujourd'hui. Donc, je remercie encore Guillaume. Donc voilà, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment le barreau. Donc, le barreau de raccordement, c'est ce que j'ai mis sous l'ovale. Donc, c'est la partie qui relie le projet au rond-point des Vaches. Donc, le projet qui est vraiment assez linéaire, un axe nord-sud. Le contournement, j'ai l'habitude de dire que c'est, enfin le barreau de raccordement, j'ai l'habitude de dire que c'est l'alibi à l'appellation contournement. On est quand même assez loin d'un périphérique, comme on a pu le lire il n'y a pas si longtemps dans le Paris-Normandie. Donc le but de ce barreau, en fait, c'est de récupérer le rond-point des Vaches pour pouvoir relier la RD 18 et la rocade qui traverse la forêt, et après récupérer la Sud 3 pour aller sur la zone portuaire, donc sur Couronne. Et donc voilà, c'est l'idée de contournement, elle est là dans l'esprit des concepteurs du projet. Donc, comme on a remarqué quand même que le concept n'était pas très facile à décrypter. Dans la présentation, je vous montre une modélisation 3D du projet implanté dans l'espace actuel, donc, qui permettra de mieux visualiser ce qu'est le projet. Il y avait eu une tentative de fait par la mairie de Saint-Étienne en 2016 au moment de l'enquête publique, mais je trouve qu'on voyait assez mal, c'était du faux 3D, on voyait assez mal en fait ce que ça représentait. Donc là, j'ai essayé de faire une vraie maquette 3D, type maquette d'urbanisme, sans chercher à spéculer sur l'aspect architectural en fait, du projet. Et sur la base des documents qu'on avait dans le rapport d'enquête publique, hein, on n'a rien inventé. Donc, on fait un petit point historique. Alors, moi, je commence par le XXe siècle et Alexis fera un point sur des choses beaucoup plus anciennes qui sont très intéressantes et qui sont vraiment toutes proches.
du projet, vous verrez que sur la maquette, les sites historiques sont vraiment menacés. Donc notre quartier, il est là. Il a été construit, je sais pas, est-ce qu'on voit la souris? Oui, oui, on voit la souris, oui. Donc notre Enfin, quartier sur est, Facebook, les gens vont peut-être pas bien le voir. Hein. ouais. Faut être clair. Mais vas-y, vas-y. Donc Peut-être notre quartier, il a décrire. été implanté. Ouais, Il- on voit la souris sur le Facebook. D'accord. Il a été implanté par la papeterie de la Chapelle, donc, qui est ici. Alors, on n'a pas une vue très large. À l'époque, les avions ne volaient pas haut. Ce sont des images IGN d'époque pour faire les cartes. Donc, la construction date de 1928, 28, 29. Et le but était de loger les employés de la papeterie. Donc, dans ces années-là, la ville était quand même relativement loin du site. Les moyens de transport n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'était utile d'avoir les employés importants à proximité du site. Donc, en cas de problème, une papeterie, c'est comme une installation qui est assez complexe, assez volumineuse. On a une centrale d'énergie. Il y avait 6 chaudières à l'époque qui tournaient pour alimenter à la fois en vapeur et en électricité, parce que la vapeur était turbinée pour produire de l'électricité. C'est une industrie qui est assez gourmande en énergie et assez polluante aussi à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Donc, cette usine a été implantée quasiment en même temps que celle de Petit Couronne. Et elles ont fusionné dans les années 60, fin des années 60, 69, donc pour former Chapelle d'Arblay, c'est très connu dans la région. Donc en 1952, cette usine produisait 100 000 tonnes de papier par an. Donc, c'était a priori l'apogée en fait, de la production sur le papier, qui était essentiellement du papier destiné à la presse, d'après ce que j'ai lu. Les besoins en papier après la guerre de 14 étaient pris en nette hausse et l'État français à l'époque a souhaité avoir une production de papier à proximité de Paris pour approvisionner toutes les imprimeries qui étaient en proximité ou à l'intérieur de Paris à l'époque. Après, au sud, alors j'ai orienté à l'envers, le sud est en haut. Je ne suis pas sud-africain, mais c'est un peu. J'ai tout orienté au sud, le sud en haut. Donc là, au sud, on a une autre usine qui était une poudrerie en fait, qui a été construite sur une ancienne usine pharmaceutique qui était implantée donc, au 19e, après au tout début du 20e. Donc, la poudrerie nationale a été implantée en 1916. On distingue assez bien le côté martial avec cette espèce de place d'armes, ce qui semble être des cantonnements ici. Et sur d'autres vues, on voit des petites casemates pour ranger les matières explosives. C'est assez flagrant sur les vues sur d'autres vues, je vous les montrerai après. Donc, cette usine a été cédée à l'entreprise Kuhlmann donc dans les années 20, fin 19, début 20, pour produire de la mélinite. Donc, la mélinite, c'est le petit nom du trinitrophénol.
Donc, c'est un explosif. Donc, on passe d'un explosif détonnant à un explosif déflagrant. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Mais le truc qui est assez marrant avec le trinitrophénol, c'est un Français qui l'a inventé. Et il était marchand de jouets, enfin, un fabricant de jouets. C'est assez drôle. Donc, ça a été inventé en 1885. Et bon, c'est la grande époque des découvertes de matières explosives. 1863, c'est le TNT. 1866, la dynamite. Et tous ces produits ont une similitude chimique. Hein, c'est des solutions nitrées. Le principe est sensiblement le même. Et donc, c'est le début d'une tradition de chimie lourde dans la région. Alors, une petite remarque, à ce moment-là, je remarque qu'ils ont quand même pris la précaution de construire à côté d'une infrastructure ferroviaire. Ça veut dire qu'ils devaient ramener le papier sur Paris avec les trains à l'époque. Ouais. Oui, tout à fait. Tu me vois venir avec la taxe sur la 133 et l'utilisation abusive du tout routier et des camions. L'embranchement ferroviaire, il est là. L'embranchement, là, on voit, il était peut-être même en travaux à ce moment-là. Il existe toujours, il est désactivé, je pense. Mais il existe toujours. Et le papier venait de Scandinavie. Le bois venait de Scandinavie, donc il venait par bateau, vraisemblablement. C'est ça, ce que je voulais dire. Il venait par bateau. Il y a un quai qui a été très bien aménagé, et là qui tombe en ruine en ce moment d'ailleurs. Voilà. Oui. Je te laisse continuer. Et aujourd'hui, cette usine fonctionne avec de la pâte qui est fabriquée ailleurs et qui doit être acheminée par camion, vraisemblablement. Il ne fabrique plus de pâte. La râperie a été abandonnée. Elle s'est effondrée il y a quelques années, 2013-2014, je n'ai plus la date en tête. Donc, il n'y a plus de processus pour transformer le bois en pâte. La plupart d'ailleurs des papeteries ne fabriquent plus leurs pâtes. En fait. Alizé, qui est une papeterie qui est beaucoup plus moderne, parce que elle date des années 50. En fait, à partir de 60-63, elle ne fabriquait que de la pâte, cette usine. Et elle a commencé à fabriquer du papier d'impression dans les années 90. Aujourd'hui, elle ne fabrique plus de pâte. La zone de traitement des pâtes n'a pas été remise en route après le rachat par Doubleur. Donc, ça permet aussi d'éviter des problèmes de rejet, le fait de ne pas produire de pâte. C'est vraiment quelques usines qui sont spécialisées dans la production de pâtes. Et d'autres usines qui produisent le papier en utilisant cette matière première. Et au milieu là, de la photo, on voit donc l'ouvrage le plus ancien. En fait. La voie ferrée, elle est très ancienne aussi, parce qu'on la voit sur les cartes d'état-major de 1870. Donc, je n'ai pas vu de carte plus ancienne. Donc, le pont aussi, le petit pont de la Chapelle là, qui existe toujours, je ne sais pas si c'est le même, mais il est sensiblement implanté au même endroit. Existe depuis très longtemps, semble-t-il, au moins autant de temps que la voie ferrée. Je peux rajouter quelque chose sur les rails, excuse-moi. Effectivement, les rails, on les voyait sur les cartes d'état-major. Ça a peut-être une raison, c'est que la gare, la principale gare construite à l'extérieur de Rouen sur cette rive de la Seine, c'était à Oissel. Donc c'était vraiment un axe emprunté depuis le début de la mise en œuvre du rail au XIXe siècle. Voilà, petit ajout. Et donc ici, on voit le manoir, donc, avec son jardin qui n'existe plus aujourd'hui, enfin le parc qui n'existe plus aujourd'hui.
Et le puits, donc on distingue assez bien, la photo est assez nette. Le Alors, le puits qui puits, est il ici. est pas tout à fait là, en fait. Il n'est Il a pas été tout à fait là. déplacé. Là, c'est le colombier que tu as indiqué. Et effectivement, le puits, il était dans le jardin derrière, un peu perdu. Ah, d'accord. Alors, à ce niveau-là, il faudrait expliquer ce que c'est que le manoir, peut-être, parce que, bon, nous, on sait, mais vous parlez d'un parc, c'est un vrai manoir, c'est une chapelle. Est-ce que peut-être essayer parce que je ne suis pas sûr que les gens qui nous écoutent sachent exactement. Voilà, très bien, merci. Bah, je reprends la parole dans ce cas. Ce que nous avons sous les yeux, c'est la forme actuelle du manoir de la Chapelle, après restauration à la fin des années 90 par l'entreprise Lanfry et un architecte du patrimoine assez connu dans la région. Euh, et ça s'est survenu à l'époque où l'usine s'est encore davantage étendue et elle a emporté l'intégralité du parc qui, je le rappelle, c'est un parc Renaissance. C'était un parc Renaissance avec tous les aménagements qu'on peut retrouver dans les parcs à la française et qui a été détruit dans sa surface. Après, tous les aménagements étaient déjà partis depuis un certain temps. Mais bon, à ce moment-là, le puits qui était dans ce parc-là a été déplacé. Et donc là, on le voit bien au milieu de la basse-cour. En fait, ce qu'on a ici, c'est des fermes qui clôt cette basse-cour. Et puis côté rue vers la gauche, on a une porte d'entrée massive, semblable à des fortifications, et deux tours, une tour carrée, une tour ronde. La tour carrée qui permettait à jouer le rôle d'escalier pour grimper dans la tour ronde. À ce moment-là, ça a peut-être un intérêt éventuellement défensif ou pour voir les gens qui passaient par là, parce que c'était assez isolé à l'époque quand même. Puis derrière, on voit le manoir qui n'est pas finalement un manoir du 19e siècle comme on le pensait, mais sa structure interne, c'est encore la structure datée de la Renaissance. Et ça, a priori, la DRAC n'avait pas cet élément. Ce qui fait qu'on aurait un colombage et une structure de charpente en bois, un rez-de-chaussée avec des pierres de taille faisant la structure basse, et habiller tout ça d'un parement à la suite, à la fin du 19e siècle, dans les goûts de l'époque, voilà, avec tout un tas de décorations extérieures qui font, voilà, on en montrait beaucoup pour représenter le statut. Donc là, sûrement, il me semble qu'à l'époque, c'était un des maires de Wassel qui y habitait. Voilà, il a sûrement aménagé les choses à ce moment-là. Euh, que dire de plus? Voilà, des grandes structures et qui sont encore actuellement en très bon état, je tiens à le signaler, vu la rénovation récente, et qu'on voudrait littéralement détruire alors qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Donc, Voilà. ce qu'il faut que les internautes comprennent, c'est que la 133 à la 134 va impacter directement cet élément de patrimoine, de façon notable et structurante. C'est un des éléments des impacts négatifs du projet. Mm. Je rappelle qu'il y a sur l'eau, qu'il y a sur l'air, qu'il y a sur la biodiversité. Mm. Et donc sur le patrimoine. Et quand on essaie de peser l'intérêt de projets d'utilité publique, il faut aussi mettre dans la balance des impacts l'ensemble des éléments, d'où cette intervention ce soir de l'association Manoir Chapelle. Je ne sais pas, Julien, on revient à l'évolution historique. Ouais. Maintenant, on reviendra sur le focus de la destruction peut-être après. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà, tu en Oui, étais oui, là, voilà, on donc, en était en 1946, donc pour les internautes, donc, on passe de 32 à 46. donc, ici, on a une vue plus large, donc on voit que les avions volaient plus haut en 1946. Donc, la zone a été peu bombardée en fait, pendant la guerre. Même l'usine, en fait, l'usine s'est arrêtée, l'usine d'explosifs s'est arrêtée. Donc, on voit bien ici les petites casemates avec les merlons anti-souffle. Ça, c'est une architecture vraiment typique des dépôts d'explosifs. On voit là. C'est vraiment quelque chose de très significatif. L'usine était arrêtée à partir de 40 et elle a été très peu bombardée. En fait, il n'y a qu'un bâtiment par ici qui a été démoli.
suite à certainement un dommage collatéral. En fait, c'est surtout les ponts sur Ouassel qui étaient visés par les bombardements. Donc, globalement, on voit quand même qu'il y a une mixité entre l'industrie, l'agriculture. On voit quand même pas mal de parcelles qui sont cultivées. Bon, la papeterie qui est qui ne s'étend pas encore. Là, on voit encore le jardin, enfin le parc est encore en état. Il n'a pas encore été colonisé. À cette époque, les routes ne sont pas encore bitumées. C'est pareil, on n'a pas le rond-point des Vaches n'existe pas, la RD18 n'existe pas. On est dans une zone qui est encore peu urbanisée. C'est encore la campagne. Et des témoignages qu'on a de nos adhérents, nos voisins, certains voisins sont arrivés dans le début des années 60, vers 63. C'était encore la campagne sur le secteur à cette époque. On voit ici, c'est la cité Kuhlmann. C'est le pendant, en fait. C'était la cité construite par cette usine-ci. C'est vraiment une époque où les industriels hébergeaient encore leurs employés. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve depuis les premières expériences de ce type. C'est le ministère Gaudin à Guise dans l'Aisne. C'est avec quelque chose de bien plus étoffé, de vraiment remarquable. Le ministère Gaudin, c'est quelque chose d'hors norme, mais c'est un peu des expériences qui ont conduit en fait à ce que beaucoup d'usines construisent leur cité à proximité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'usines et dans pas mal de cas, y compris le nôtre. Ces logements ont été cédés. Dans notre cas, c'est au début des années 70. Après, on passe en 68. Donc, en 68, il y a un événement marquant, en fait. C'est, mis à part les événements, comme on disait à l'époque, c'est en fait, l'usine d'explosifs cède la place à une usine de nitrate d'ammonium. Donc, qui existe toujours aujourd'hui, qui en passe d'être démantelée. Normalement, elle devrait l'être dans l'année. Donc, elle est arrêtée depuis 2006. Il n'y a plus de production depuis 2006. Et c'est une usine qui appartient au groupe Total et qui sera complètement démantelée l'année prochaine et qui suivra après une phase de dépollution de sol parce que c'est des sols qui sont quand même pas mal impactés par des solutions azotées. Donc, il y a des pollutions à l'azote sur une profondeur assez importante. Donc, voilà, donc cette partie. Et après, Julien, toi qui suis aussi, nitrate d'ammonium, c'est bien ce qui a explosé à ZF Toulouse, hein? On est d'accord? C'est un dépôt de nitrate d'ammonium? Toulouse, à Beyrouth. C'est Oui, ça, hein? Ce sont les nitrates d'ammonium qui sont employés, c'est les engrais qui sont utilisés, c'est ça? Oui, alors c'est un engrais, c'est aussi un explosif. Un explosif. Mélangé à du fioul, il faut qu'il y ait un apport organique. Donc, mélangé à du fioul, c'est un explosif qui est utilisé dans pas mal de carrières où il n'y a pas de présence d'eau. C'est soluble dans l'eau, donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Mais c'est un explosif qui est assez puissant, mais qui nécessite pas mal d'énergie pour démarrer. Donc, c'est ni de la dynamite ni du TNT, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez stable. Et de temps en temps, quand c'est mélangé avec les produits qui font qu'il y a une réaction, forcément, ça peut détonner.
Alors, C'est ce qui s'est passé à Beyrouth aussi. en théorie, il nous reste une demi-heure. Donc, je vous propose d'accélérer un petit peu. Je crois qu'Alexis aussi. Donc, voilà, je fais le maître du temps, comme on dit en réunion. Sur cette diapo, là, on voit nettement la configuration quasiment que nous connaissons aujourd'hui avec la D18 là, qui balafre la forêt. Là. Le rond-point des Vaches n'existe pas encore, mais il arrivera que beaucoup plus tard. Le rond-point des Vaches, il arrive dans les années 80, je crois 82, 83. Mais on commence à voir l'urbanisation quand même arriver. Il y a une nette évolution en quelques années. Quand on l'a vu d'avant, ça change quand même pas mal de physionomie. Le parc existe toujours, mais bon, la physionomie change quand même. Il y a une pression de l'urbanisme côté OSL, côté Saint-Étienne. Et ici, donc 89, on voit bien le rond-point des Vaches, donc, qui est là. Là, c'est quasiment ce qu'on connaît aujourd'hui, l'urbanisme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Alexis, si tu veux reprendre. Merci. Oui, on peut faire un lien direct de fait de la proximité et aussi lié au nom en lui-même du quartier dont tu parlais, qui s'appelle La Chapelle. C'est en référence à La Chapelle, qui était un hameau, dénommé hameau au XVIIIe, XVIIe siècle, regroupant plusieurs terres autour du manoir, dont les terres où va s'étendre la papeterie actuellement, une partie des terres où va s'étendre l'usine de mélénite dont tu parlais, qui a été la poudrerie, parce que ça a été racheté par Kuhlmann à cette époque-là, et une seule partie a été revendue aux papeteries qui deviendront les papeteries de La Chapelle en 1928, ou un peu avant, et ça sera voilà, la surface actuelle. Et à partir de là, eh bien, l'extension, comme toute extension industrielle de ces époques-là, ça grignote, ça grignote. Et malheureusement, on a des vestiges architecturaux qui nécessitaient quand même une surveillance et un maintien en état. Ça a été fait en 1946, quand même, donc ça a été protégé au titre des monuments historiques en 1946, et en fait, l'ensemble du site est protégé. Contrairement à ce qu'on peut lire sur l'enquête publique, en signalant simplement le puits, non, c'est l'ensemble qui est protégé à titre partiel, et le puits, lui, est classé. Maintenant, le puits, effectivement, pourrait être déplacé, c'est ce qui est défini dans l'enquête publique, sous prétexte qu'il soit déplaçable, car déplacé une fois, effectivement, il a été remis dans le jardin, il est passé du parc au jardin aux basses-cours, mais le disant non fonctionnel, ce qui est encore faux, car comme on le voit sur les photographies juste ici, il est tout à fait fonctionnel et il a repris son ancien emplacement. Donc cet argument-là, il n'est absolument pas recevable. Et ensuite, ce puits, il date de la Renaissance, il est inspiré d'un grand graveur, d'un grand précurseur de l'architecture française et des jardins français, Jacques Androuet du Cerceau. Il est très connu, il y a pas mal de choses à son sujet. Et donc, ces architectures-là, notamment celle du puits et peut-être celle d'un petit promenoir attenant au manoir, pourraient être attribuées à son œuvre. Ce n'est pas lui l'architecte, mais c'est une inspiration directe de son œuvre. Ça, c'était connu. Mais donc, on ne comprend pas que le puits en lui-même puisse se déplacer alors qu'il a sa place dans un parc, dans un ensemble de bâtiments de même type et de même époque, qui sont encore présents d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, la volonté de maintenir en état le patrimoine, comme c'est aussi défini dans l'enquête publique, là, ça va totalement à l'encontre de cette volonté.
Tu voulais dire quelque chose? Oui, le puits, c'est aussi le symbole en fait, de l'implantation, certainement à cet endroit. C'est lié à l'eau, à la présence d'eau, qui Sûrement, oui. est toujours utilisée aujourd'hui, puisque c'est un des points principaux de captage d'eau potable. C'est Mm, aussi certainement pour ça que la papeterie s'est implantée là, parce que le papier, ça nécessite pas mal d'eau. Donc, c'est vraiment l'eau qui a conduit nos ancêtres à s'implanter ici, très certainement. tout à fait. Effectivement, il y a la nappe phréatique juste en dessous. Et les points d'eau, d'ailleurs, il y en avait un autre qui était au fond du parc de l'époque. Et ce point d'eau, il avait la forme d'un vivier, aussi un vivier décoré de style Renaissance, donc qui a été détruit au moment de l'expansion de l'usine. Il a disparu. Euh, Maintenant, ce manoir royal, ce manoir, on le suppose, manoir royal, c'est une hypothèse forte qu'on a, euh, parce qu'on sait que Guillaume le Conquérant, puis Henri Ier, roi d'Angleterre, sont venus à Wessel au XIe et au XIIe siècle et ont tenu la justice. La particularité, ça c'est pour Guillaume le Conquérant et également pour Henri Ier, la particularité d'Henri Ier, c'est qu'il a ordonné à ce que Roland de Wassel, un écuyer vivant dans ce lieu à l'époque, lui prépare son manoir quand il reviendrait dans celui-ci à Wassel. Donc, il y avait un manoir royal du roi d'Angleterre et du duc de Normandie à Wassel. On n'avait pas de précision sur son emplacement, et a priori, de par la présence d'éventuelles terres labourables, de prairies aux alentours, également de la présence de carrefours importants qui devaient être celles-ci sur d'anciennes voies romaines. Donc une voie qui allait vers Saint-Étienne, l'autre côté qui allait vers Oissel et Elbeuf, et en face des ports qui menaient à Port-Saint-Ouen et à Saint-Adrien par deux bacs. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le bac de Saint-Adrien au XVIIIe siècle s'appelait le bac du roi, tandis que le bac du Port-Saint-Ouen, c'était le bac pour un peu voilà, la population, un peu tout le monde. Et donc, il a été établi un chemin royal au XVIIIe siècle qui fait, en fait, c'est un simple chemin, de par sa qualité, il peut permettre le passage de marchandises. C'est pas le chemin du roi explicitement, voilà, c'est juste une dénomination particulière. Euh, Autrement, à la suite, dans l'histoire, le manoir de la Chapelle, on a retrouvé la première dénomination de la chapelle au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, à travers le nom d'un certain Pierre de Comte, seigneur de la Chapelle, qui a hérité de ce titre, on ne sait pas trop comment, et de ces terres, parce qu'il vient de la région d'Orléans. Donc, il a été débarqué ici. C'était un marin, un capitaine de la marine du roi. Il a fait quelques comment dire, traversées particulières où il a dû voler même des bateaux hollandais et les ramener dans le port de Rouen pour le compte du roi, à l'époque de guerre de religion. Euh, et donc, ce Pierre de Comte, ces armoiries, c'est exactement celles que l'on retrouve actuellement sur le puits. Pareillement, cette notion-là, on ne l'avait pas. On ne savait pas qui possédait le lieu à l'époque, qui était éventuellement seigneur de la chapelle. On a la certitude. C'est ce monsieur. Il aura, je vais faire court, hein, il y a d'autres personnages dans cette famille. Il aura notamment une fille, Marie de Comte, dame de la Chapelle, qui épousera un certain Jean Camus de Saint-Bonnet, lui originaire de la région lyonnaise, protestant, qui sera trésorier attitré de la chambre du roi Henri IV. C'est un très proche d'Henri IV. Euh, Son fils, d'ailleurs, sera page d'Henri IV, participera à sa conversion au catholicisme pendant les guerres des religions, où c'était assez complexe. Il a passé plusieurs fois de protestant à catholique, et sachant qu'il y avait des catholiques extrémistes qui s'appelaient la Ligue, qui possédaient pas mal de places en France contre lesquelles il se battait, bon, bah, il fallait qu'il finisse catholique pour mettre tout ça à plat et faire la paix avec ses ennemis catholiques. Et donc, de ce fait, Rouen, pendant une période de siège à la fin du XVIe siècle, était tenu par cette Ligue catholique extrémiste. Et Henri IV a fait le siège pendant 2 ans,
il tenait ses armées à Gouy, donc juste en face, c'était pas très loin. On peut imaginer qu'il ait très bien pu venir au manoir de la Chapelle par le bac pour venir séjourner dans le manoir, parce qu'à Gouy, c'était pas forcément. Il y avait sûrement un manoir également, hein, mais c'était peut-être plus confortable au manoir de la Chapelle. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce qu'une armée espagnole est venue du sud et ils ont été déboutés. C'est que 3 ans après que Rouen était repris aux ligueurs. À la tête de ces ligueurs, donc ces extrémistes catholiques qui possédaient la ville de Rouen pendant 4 ans, 3 à 4 ans, c'était un certain André Baptiste Brancars, duc de Villars, qui s'est rendu. Voilà, Henri IV ayant fait la paix en devenant catholique, il s'est rendu et le traité des conditions de la remise de la ville de Rouen s'est fait en présence du duc de Sully, le grand intendant du roi Henri IV, responsable de plein de choses à cette époque-là, et notamment c'était un grand bâtisseur du Louvre, des Tuileries, notamment, donc je peux en citer d'autres. Excellent ministre des Finances également. Donc, c'est en sa présence, dans ce même manoir, qui est toujours celui-ci que l'on peut voir aujourd'hui, qu'on a traité la reprise de la ville de Rouen à ce ligueur en janvier 1594. Voilà, ça c'était une découverte, ça n'a jamais été développé, c'est une certitude, et c'est certain à quasiment 99,9% de parler. Les écrits de Sully d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur le plan historique, sans parler sur le plan architectural encore. Mais bon, je Eh bien, pense ça que me fait Guillaume, penser que on va je finir. pense que Monsieur Morin, qui est un président de région, hein, qui met souvent en avant sa volonté de protéger la Normandie Mm, conquérante, mm, hein, puisque c'est l'appellation politique de son groupe, et qui semble très attaché au patrimoine et à l'histoire de notre territoire, ne pourra être que sensible au fait qu'il risque de dépenser plus de 200 millions d'euros ouais. pour détruire donc un élément non 500 ans. seulement de Pardon. patrimoine, comme tu l'as très bien expliqué, Alexis, mais aussi un élément d'histoire. Et j'avoue que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et que je ne connaissais pas. Donc voilà un argument qui pourrait peut-être... Est-ce que vous avez des contacts avec la région? Non, Oui, ils m'ont pas répondu. La région ne et m'a vous, pas répondu. Non. la région n'a pas répondu. J'ai Vous des leur avez contacts. envoyé un courrier? Le courrier initial, on a envoyé à pas mal de, donc la plupart des autorités, notamment le département, la métropole, la région, la préfecture, la DRAC. Les seules réponses, c'est le département, effectivement, en confirmant, bon, bah, l'enquête publique, finalement, ils vont pas trop s'écarter de leurs prérogatives. Et j'ai une réponse quand même de la ministre de la Culture, Roselyne Ah oui? Bachelot, par le biais de son directeur de cabinet, qui a relancé le dossier auprès de la DRAC. Maintenant, la DRAC, bon, bah, ils sont pas trop, ils ont rien entre les mains, ils peuvent pas décider, hein, c'est un projet d'État, donc eux, ils ont pas trop leur mot à dire, il me semble. Mais maintenant, l'idée pourrait être également de déclencher voilà, un vrai aspect sensible face à ce patrimoine et cette histoire qui est quand même importante vis-à-vis de la ville de Rouen tout entière et permettre à ce que les gens bah, s'intéressent à ce qu'il y a à l'extérieur et pas que ce qu'il y a à l'intérieur, à visiter toutes les églises de Rouen 10 fois. Il y a peut-être pas mal de choses ailleurs et ça pourrait faire partie d'un parcours de visite, par exemple. Voilà, c'est ma proposition pour un futur Oui. meilleur. Eh bien, écoute, je trouve qu'elle est très bonne et je propose parce que je serais très étonné qu'Hervé Morin soit à Mm. l'écoute sur la page des faits de serre toi-même ce soir. Là, j'avoue que s'il est là, bonsoir, monsieur le président de la région. Comme vous voyez, on a des très bons arguments pour vous faire changer d'avis. Non, je n'y crois pas une seule seconde, Ouais. rassurez-vous. Je pense qu'il ne nous écoute pas et qu'il nous prend pour des citoyens. Je ne sais pas comment il nous caractérise. D'ailleurs, je lui laisserai la paternité de notre caractérisation, mais en tout cas, ça me donne
une idée, c'est d'aller l'interpeller. On sait qu'il est très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Donc, nous, on a un compte Twitter. Je sais qu'on est lié à certains moments. On a eu l'occasion de débattre sur Twitter, ainsi que Pascal Houbron, maire de Burel. Eh bien, on va pouvoir aller les interpeller sur ce sujet, sur la base de cette diapo. Et puis, on verra. Hein, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, ça peut être un petit angle d'attaque, au moins pour vérifier qu'ils ont bien l'information. Parce que ça, c'est notre expérience d'associatif qui parle. Les courriers, malheureusement, n'arrivent pas toujours entre les mains des élus. Il y a une telle masse de courriers, il peut y avoir des filtres, il peut y avoir des pertes. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc, la question de la communication directe, finalement, par les réseaux sociaux, ça peut être un biais assez intéressant. En tout cas, merci pour cette présentation passionnante qui va faire plaisir à quelqu'un qui doit nous écouter, qui s'appelle Malika, qui est une adhérente des Faits de Serre et qui adore l'histoire locale. Donc, je pense qu'elle sera ravie de cette présentation. Julien, je pense que toi aussi, tu as d'autres diapos à nous présenter. Ouais. Ah oui, on avait une petite dernière sur le côté historique, parce qu'il y a, comme on a signalé qu'il y avait des choses encore plus anciennes sur le secteur, et notamment Signalé sur par Enquête publique d'ailleurs. Hein. Enquête ouais, publique parle de sites archéologiques autour de la chapelle qui sont intéressants et qui seraient comment dire, négatifs, c'est ça, en impact, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je te laisse reprendre, excuse-moi. Julien, on se donne à peu près 20 minutes. ouais. Donc, Ouais. Bon, voilà. je Après, te moi, laisse gérer le temps sur la fin. notamment Vas-y. la grotte. Moi, je ne connaissais pas du tout la grotte du cheval à Gouy. Je ne connaissais pas du tout l'existence de cette grotte, et elle sera à moins d'1 kilomètre du site, enfin du 800 mètres à peu près. 800 mètres du tracé, quoi. Et c'est une grotte qui a l'air quand même assez fragile. C'est de la roche très tendre. A priori, elle n'est pas visitable parce qu'elle est, Ouais. elle est quand même Les infiltrations en mauvais, actuellement. enfin, en mauvais état. Et puis, le fait, enfin, toutes les grottes, de toute façon, ornées, sont toutes protégées. Aujourd'hui, on ne visite plus que des répliques. Oui, d'ailleurs, il n'y en a pas pour cette grotte-là. Et là, il y en a pas. Ça peut être intéressant d'en réaliser une. Et en fait, il y a l'air d'avoir de très belles choses dedans. Ouais. Pour l'idée, la grotte, c'est la plus ancienne grotte continentale au nord de l'Europe. Elle a 12 000 ans. Voilà, c'est la plus ancienne et c'est la seule grotte dans laquelle on a retrouvé un squelette de chien, peut-être domestiqué à l'époque. Voilà, c'est la seule grotte. Donc c'est quand même une grotte très, 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 très importante et qui a été étudiée par beaucoup de scientifiques de la région rouennaise, mais qui a l'air de tomber en désuétude et c'est bien dommage. Et sera sûrement pire après le contournement, s'il doit se faire. Forcément, avec une proximité telle, si c'est fragile, il y a des chances qu'il y ait des impacts, effectivement. Elle disparaîtra. Moi, sinon, je veux bien revenir sur une diapo et avant de te laisser finir sur l'architecture, parce que j'avais parlé d'histoire, et il y a il y a un point sur la chapelle, sur le plan architectural, voilà, juste ici. Pas forcément. Je pense que j'ai noté sur la grotte. Est-ce que j'ai peut-être une diapo en dessous? Tu les as peut-être retirées. J'avais placé 2 autres petits diapos. Non, c'est pas grave. Bref, c'était pour parler d'une grotte artificielle située sur la façade sud. Qu'est-ce que je dis? Non, la façade est du manoir. Qui est espèce de promenoir qui permettait de déambuler dans le manoir et à l'extérieur. Il faut imaginer qu'il y avait une espèce de quadrillage, si vous voulez, on part du manoir et puis on navigue latéralement et puis en avant jusqu'à arriver au bord de la route sur 2 tours qui devaient, comme celle qu'on a vue tout à l'heure en façade, qui devaient voilà, former une structure fortifiée de ce type-là, et avec 2 autres tours de part et d'autre du manoir au nord. Et donc,
sur ce promenoir, cette partie attenante au manoir, qui est encore existante aujourd'hui. On note de la rocaille qui correspond à une grotte artificielle typique du style Renaissance de l'époque. Encore une fois, qui pourrait être attribuée à l'organisation des jardins de Jacques-Androuet du Cerceau, ce fameux graveur et théoricien de l'architecture française. Et c'est la seule trace qu'on ait aujourd'hui en Normandie. C'est l'unique vestige. Voilà. On pense juste déplacer le puits et on a tout un tas d'autres choses qui ne sont pas considérées par manque de recherche ou par des considérations. Voilà, c'était le petit truc en plus. Oui. Oui, alors, effectivement, je ne l'ai peut-être pas repéré cette photo-là. Je ne l'ai pas mis, je pense pas. C'est pas grave. Après, si on pourra peut-être mettre les photos sur ton drive, Guillaume, si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des liens aussi, vous pourrez nous les envoyer. On les publiera en commentaire sur la vidéo parce que pour tous ceux qui peuvent regarder, après on peut en podcast. La vidéo reste visible sur la page des Faits de Serre toi-même. En scrollant un peu, vous descendez, vous allez retomber dessus. Et si vous nous envoyez les liens ou les photos, ou vous-même d'ailleurs, si vous souhaitez les poster directement en commentaire, comme ça les personnes qui veulent revoir ou venir dans quelques jours retrouveront trace de ces diapos qui sont manquantes. Un petit quart d'heure, je mets un petit peu de pression parce que après ça va faire très long pour les gens qui écoutent. On va finir là-dessus. Et il nous reste à peu près un petit quart d'heure, d'accord? Ok, en avant. Finir sur donc voilà la modélisation dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors on est vraiment sur une représentation type urbanisme avec aucun parti pris sur la qualité architecturale. Donc c'est vraiment l'hume du projet. Son emprise, d'après les cotes qu'on a pu avoir, enfin, qui sont dans le rapport d'enquête publique, hein, pour beaucoup, plus quelques notes qu'on avait prises lors d'une rencontre avec les gens d'Adrial. Donc, voilà, je vous mets en route l'animation. Donc, on arrive, donc là, on vient du rond-point des colonnes. On arrive donc sur un diffuseur où on a donc ici une voie descendante là qui n'existe pas aujourd'hui, qui passerait sur le Buffalo Grill, hein, qui est appelé à disparaître, et qui descendrait donc vers la rue Cottony. Et ici, la voie qui actuellement existe et va vers le rond-point des Vaches serait réduite et ne serait plus que remontante, donc du rond-point des Vaches vers le rond-point des Colonnes. Et ici, donc l'ouvrage, donc un espèce de viaduc qui ferait pas loin de 7 km, 7 km et demi, qui fait certainement différents modes constructifs. Donc 30 mètres de large et 14 mètres de haut arrivé par ici, et certainement plus loin pour pouvoir arriver dans la falaise sur l'autre rive. Donc, ici, on voit bien un nouveau rond-point qui serait créé au niveau de la rue du Docteur Cotteny, qui permettrait donc de diffuser les flots de véhicules donc, qui descendraient de l'ouvrage, donc soit pour aller vers Oissel à droite, soit pour aller vers Saint-Étienne à gauche. Donc, un passage sous l'ouvrage, donc rue du Docteur Cotteny. Ici, on a le rond-point des Vaches, avec une remontée donc, vers le rond-point des Colonnes. Donc ici, j'ai modélisé une des maisons de notre hameau. Donc, une des cotes qu'on a sur le rapport d'enquête publique, c'est que l'ouvrage serait à 55 mètres de la clôture, à peu près à cet endroit-là. Et ici, on voit, voilà, ici, vous avez le manoir, donc qui est quand même très mal entouré.
entre l'ouvrage et une rue, la rue, c'est la rue d'Ambournay, non, c'est pas la Ça rue reprend la rue d'Ambournay, d'Ambournay, oui. c'est la rue d'Ambournay qui serait modifiée et qui pourrait, en fait, le manoir serait entouré d'un ouvrage et d'une nouvelle rue à destination majoritairement de poids lourds, certainement, puisque Mais là, on serait dans l'emprise de la ZAC Seine-Sud, très probablement. je rajoute juste que il me semble qu'il y aura quand même du remblai à ce niveau-là pour reposer cette dalle de béton qui fera office d'autoroute. À ce moment-là, ça prend de la place en largeur. Donc, on ne peut pas que considérer la largeur pure de l'autoroute, mais aussi tout le remblai qu'il y aura de mise en place autour. Donc, la Alors, chapelle va littéralement sauter. Ça va oui, être une pile de remblai. ça, oui, en fait, ça dépend. Il y a plein de possibilités techniques. Le remblai en est une, mais il y en a plein d'autres. Il me semblait avoir lu l'emploi du remblai à ce niveau-là en arrivant du viaduc Hum, sur cette C'est zone-là. possible, mais ouais, je ne suis pas sûr que ce soit enfin, la solution technique la plus appropriée, C'est sûr. sachant qu'il y a peu de déblais dans cette zone-là. Ramener beaucoup de remblais ici, ce n'est pas forcément la solution la plus judicieuse. Parce que c'est pas un viaduc maintenant, hein. C'est deux morceaux. Il y a deux En viaducs. fait, il est en hauteur tout du long quasiment. Ah, il est en hauteur tout du long, d'accord. Parce que là, en fait, là, je suis même trop bas. Je pense qu'il sera même plus haut que ça. Là, je suis à 20 mètres déjà du sol et j'attaque certainement trop bas dans la falaise. Dans le rapport d'enquête publique, il y a un petit schéma qui montre en fait que l'entrée là, au niveau des autres cieux, il se fait en négatif. Mais je pense que mon dessin, l'altitude là, elle est trop basse, je pense déjà ici. Mhm. Ça sera certainement plus haut que ça. Donc, 60 mètres, quelque chose comme ça. on serait autour 30 à 40, je pense. Bon, d'accord. 30 à 40, c'est déjà pas mal. Mhm. Et je pense que ça serait plus ressemblant avec ce qui est dessiné sur le rapport d'enquête publique. Mais en fait, je ne pensais pas, je n'ai pas eu le temps de le refaire et je ne pensais pas arriver aussi bas, en fait. Ah, Donc sinon, voilà le principe. Il y a la une pente, partie, elle serait vachement pentue. il y a une D'où partie. l'idée de surélever à l'arrivée par un remblai. C'était Oui, l'image que je m'étais oui, fait, mais mais le problème, c'est que là, dans cette portion-là, tout serait en remblai, donc ça veut dire qu'il faut tout acheminer des déblais qui sont de l'autre côté. Enfin, ça fait beaucoup ça de fait beaucoup de cabotage. matière. Ouais. Et moi, je vois plutôt quelque chose un peu sur pilotis, mais encore une fois, je ne vais pas spéculer sur la qualité architecturale il y a tellement de procédés possibles Mm. que je préférais faire un format type urbanisme. Donc, on fait des blocs de polystyrène et aux architectes et aux ingénieurs de trouver la forme précise qu'ils auront. Le viaduc, à cet endroit-là, je viens de vérifier, il est donné, selon le rapport d'enquête d'utilité publique, à 1200 mètres, 1170 mètres de long. Donc, c'est quand même 1 km 200 de viaduc. Donc, ça vient corroborer cette hypothèse d'une construction sur pied, on va dire, parce que je pense que pilotis, enfin, je ne sais pas si le terme de pilotis est Non, le c'est terme des piles. approprié, Des des piles. piles de pont. Mm. Voilà. Je vous laisse. Continuez. Donc, quoi dire d'autre ouais, donc ici on a vraiment le manoir,
quasiment condamné avec cette construction, la façon elle est imbriquée dans l'ouvrage. Je vois difficilement comment il pourra être préservé. Même si l'ouvrage prend moins de place au sol, il sera dans un contexte, dans un environnement qui sera détestable. Oui, tout à fait. Voilà. Dans le rapport d'enquête publique, il est prévu des murs anti-bruit sur cette zone, mais on n'a pas du tout de détails sur leur nature, leur construction, et je les ai pas représentés du coup. Ça prendra de la place en largeur encore. Peut-être, oui, certainement. Après, ça peut être des murs qui sont intégrés à l'ouvrage. Ça encore, il y a beaucoup de flou en fait sur. Je vais arrêter ça. Il y a beaucoup de flou sur le. Il y a beaucoup de choses qui ont été relevées pendant l'enquête publique, dans ce tableau notamment. Et en fait, ils ont relevé énormément de points. Même, je pense même que le manoir y figure. Et en fait, ils bottent en touche dans pas mal, en disant on verra après. Donc, tout à fait ça. c'est aussi un point qui peut faire dire que les estimations financières qui datent déjà un peu, qui sont sûrement sous-évaluées à la valeur de l'euro actuel, sont aussi elle est sous-évaluée aussi, cette estimation, par rapport à tous les points singuliers qui ont été relevés, parce qu'il y en a dans toutes les portions de l'ouvrage, il n'y en a pas que sur le baron de raccordement. Et il y a beaucoup de choses qui renvoient en fait à plus tard, en disant à voir ultérieurement, à étudier. Il y a souvent cette remarque on voit souvent cette remarque dans les tableaux. En fait, la remarque est comptabilisée, mais la solution est pas forcément pas cherchée, pas étudiée. C'est vraiment très, très vague, en fait. C'est sûrement fait en sorte que, voilà, que les solutions ne se dégagent pas tout de suite parce que ça mettrait en péril le projet en lui-même. C'est sûr qu'il y a tellement de points à remettre en question. Surtout dans cette zone-là, on n'a pas parlé de la zone Natura 2000 à côté et l'impact sur la vie faune, sur la flore. Je crois que cette zone représente à peu près 75% des espèces endémiques de la Haute-Normandie. C'est quand même énorme. Ce que je disais sur le rapport Natura 2000. Maintenant, on aura, si vous voulez, une fermeture complète entre la A13 et ce contournement. Ouassel sera littéralement encerclé d'autoroutes. Je ne vois pas comment on peut faire une vie autour de ces structures massives qui ferment l'horizon à tout, hein, sur tous les plans. Qui amène pollution, bruit. Déjà, on peut difficilement se promener en forêt sans entendre le bruit de voiture aujourd'hui, quand on est dans la forêt du Et puis de manière un peu symbolique, on est entre quatre grands murs, quatre grands murs de prison, voilà, qui nous enferment dans une ville secondaire post-industrielle qui est voilà, une cité dortoir. Donc je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on veut pour l'avenir, à mon avis. Je vais rajouter une chose vis-à-vis des incohérences concernant le puits. C'était très bien stipulé dans l'enquête publique, disant que le puits avait été déplacé dans le passé et n'assure plus sa fonction de puits. On a bien, en tout état de cause, vérifié, on a bien cherché de l'eau, il y en a. Donc, il est tout à fait fonctionnel. Voilà, c'était pour relever des éléments contradictoires parmi tant d'autres. Même sur On la le photo, voit. l'eau. Ouais, on la voit bien.
Et il y a une autre notion qui a été mal interprétée dans l'enquête publique, c'était d'avoir dit que suite au courrier du ministère de la Culture ne s'opposant pas à l'expropriation, néanmoins, il considérait que les bâtis autour et aux abords du site étaient qualitatifs, il fallait les préserver au mieux. Bah, de cette conclusion, qui était plutôt en faveur de la préservation du site dans sa totalité, dans sa globalité, c'était nous sommes obligés, je pourrais lire le texte directement, obligation, ça c'est dans le rapport de l'enquête publique, le rapport final, l'impact résiduel oblige à le repositionner en accord avec l'architecte des Monuments de France, entre parenthèses, lettre du 11 janvier 2016. Donc la lettre, déjà, elle a très très mal été interprétée et ça ne veut plus rien dire. Voilà, il y a une contradiction totale dans les dires rapportés du ministère, qui voulait au contraire maintenir les choses dans leur état. C'est bien dommage. Voilà. Et la CMH qui a la charge localement, là, tu le connais, tu l'as déjà rencontré? Non, on a essayé de les rencontrer, on a fait des demandes, mais on n'a pas eu de réponse. Aucune. Bon. Écoutez, on va s'allier là-dessus peut-être. On a Oui. fait la jonction, donc ça peut valoir le coup de rester en liaison. Est-ce que je vous invite à essayer de glisser une petite forme de conclusion? Je ferai de même après vous, histoire de clôturer ce café climat qui finalement fut très historique, bien plus historique qu'environnemental, ce qui n'est pas si courant que ça chez Effet de serre toi-même, mais ce qui est bien aussi, ça amène de la diversité d'approches sur le dossier. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. C'est ce qui... Donc, voilà, une petite conclusion rapide. On se donne 5 minutes pour conclure. Et puis comme ça, je pense que le travail sera fait. Julien, tu Qui veux que... commence? Sinon, moi, en conclusion, je dirais que on a un manoir de la Chapelle protégé, on a une protection partielle. Actuellement, si l'État décide de passer outre cette chose, ça passera. Mais on a quand même un site avec un potentiel historique tellement important que rien que pour cet élément-là, on ne devrait pas détruire cet endroit-là. Ça a une telle importance pour l'histoire de la Normandie tout entière que c'est un massacre. Ce serait presque je pourrais dire du terrorisme, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais moi je pense un peu à ces images de loin en Syrie où on sabotait les, les colonnes romaines de Palmyre, et voilà, ça me fait aussi un peu penser à ça. Mais bon, c'est un grand écart, mais c'est triste en tout cas. Voilà. Ça s'appelle une comparaison, ne vaut pas raison, dit-on. C'est Oui. juste, mais ça peut être, enfin, en tout cas, c'est ta comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Julien, je crois que tu as encore quelques diapos, c'est ça, si je comprends bien. Je vois que tu nous as Ouais, sorti. ouais, mais après, on pourra Écoute, mettre le essaie support. de. Non, mais passe-les, on peut te donner 5 minutes. Comme ça, tu les passes et ceux qui veulent, ils viendront nous poser des questions s'ils veulent les diapos. Comme ça, tu présentes les Bon, diapos et tu boucles ta conclusion. Donc, tu peux. on a, euh, voilà. on a ressorti quelques éléments du rapport d'enquête publique où il y a des comparaisons en fait, de scénarios au niveau du bruit, au niveau de la pollution, avec avec le projet, enfin, dans une projection avec le projet et sans le projet. On se rend compte en fait que forcément, en termes de bruit, en termes d'émissions polluantes, mais le bruit notamment, et on est déjà dans une zone qui est assez bruyante. Euh, ça ne fera qu'empirer. Le niveau sonore en journée sera sur la plage de 6h-22h, sera quand même très élevé, hein. On frise les 60-65 dB en limite de zone
de zones résidentielles avec des pointes à 60, 75, 60. Quand on commence à approcher les 80, c'est déjà des niveaux de bruit qui sont difficilement tenables. Normalement, c'est port de protection auditive quand on affleure les 80. Donc, après, sur les comparaisons d'émissions polluantes, quand on compare le projet avant projet, en tout cas dans notre zone, alors les tableaux sont assez, soit c'est équivalent, soit c'est pire. Donc, donc c'est vraiment un projet qui, dans notre secteur, est totalement catastrophique. Ça ne fera que apporter des nuisances donc, au secteur de Ouassel et de Saint-Étienne. Donc on est vraiment à la frontière des deux. Enfin, nous, on est sur Saint-Étienne. La plupart des gens pensent qu'on est à Ouassel, mais on est sur le territoire de Saint-Étienne. Et ça délimitera encore plus le rond-point des Vaches, le boulevard Lénine et la RD 18 font déjà un peu office de frontière entre Saint-Étienne et Ouassel. Là, ça sera encore pire. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, effectivement, comme le disait Julien, il a employé ce terme de catastrophique. Et on est bien là à la jonction du barreau, c'est-à-dire comme on le voit sur la carte, on est exactement à la fin du tracé. Mais n'oublions pas que sur l'ensemble de la partie nord comme de la partie sud, il y a aussi des habitants qui vivent, qui auront toutes ces nuisances. Alors, ce focus sur cette zone de Saint-Étienne et de Ouassel, elle est excessivement importante. On est entre 45 000 et 50 000 véhicules jour en plus. Il y a des impacts sur le coteau de l'autre côté, sur la zone Natura 2000, mais il y a des impacts plus hauts aussi sur Montmain, sur différentes valleuses et évidemment sur la biodiversité, avec des impacts directs liés au chantier, à la construction aussi, qu'on sous-estime en matière de destruction des habitats naturels et des espèces, parce qu'un chantier, c'est aussi beaucoup de nuisances et de destruction, souvent irrémédiables, d'autant que les milieux, ensuite, une fois qu'il y a une autoroute, vont subir une pollution excessive de ruissellement, de gomme et de produits chimiques qui vont endommager globalement, on va dire, la biodiversité. Donc, tous ces éléments, ce soir, je voudrais remercier Julien et Alexis de nous les avoir présentés. Alors, sur les aspects patrimoniaux, je pense que ça en a surpris plus d'un parce que c'est pas un sujet qui était très connu. Mais alors, sur les aspects pollution et environnement, je pense que c'était plus logique. Mais je voudrais finir ce café climat avec une attaque directe vis-à-vis de l'ancien maire de Rouen, Yvon Robert, pour ne pas le citer, qui était aussi président de la métropole et qui disait oui, mais ces autoroutes vont permettre à Rouen de respirer. Alors déjà, on lui a toujours dit, et les services instructeurs de la préfecture qui s'appelle la DREAL, les mêmes qui travaillent sur Lubrizol, n'ont jamais pu chiffrer de façon claire la diminution sur Rouen parce qu'ils ne peuvent pas prendre cet engagement. On sait qu'on a une augmentation des polluants atmosphériques sur le périmètre d'étude de la zone, donc ça veut dire que globalement on va produire plus, et on sait que sur Saint-Étienne et Ouassel, on va avoir une augmentation des polluants. Et ce que nous avons passé, je me souviens d'une réunion à la Allo-Toile lors de l'enquête d'utilité publique en 2016, où on explique et où l'affrontement est relativement violent à Yvon Robert que c'est bien gentil ce qu'il dit, mais toute la pollution, on va la rejeter chez nos voisins qui sont déjà des territoires qui sont déjà impactés négativement par l'environnement, alors que nous,
nous proposons des solutions alternatives que vous retrouvez sur le site d'Effet de serre toi-même, notamment sous l'appellation du PCAET, qui coûtent moins cher, qui vont permettre de ne pas augmenter les nuisances sur les habitants, qui vont au contraire être qui sont des solutions durables à faible empreinte environnementale, ce qui veut dire que ça va être favorable à l'environnement. Donc on a une solution où en gros on prend notre pollution et puis on la balance chez le voisin en disant bah c'est pas chez moi et puis je m'en fous un peu, je m'en débarrasse quelque part. Et une solution où on a une approche de territoire, où on considère que Julien qui habite Saint-Étienne, Alexis qui habite je ne sais pas où, mais j'ai cru comprendre du côté de Saint-Étienne-Oissel, et ceux qui habitent, je ne sais pas, à Maromme, à Rouen, font partie du même bassin de vie et qu'on a une solidarité environnementale à avoir, et une solidarité sociale, une solidarité tout court d'ailleurs, à avoir entre nous, qui nous empêche d'avoir ce genre de raisonnement à la Yvon Robert. Oh ben non, ben on va mettre ça chez les voisins, nous on s'en fout, ça va nous faire un peu de gain. Non, nous ne voyons pas les choses de cette façon. Nous voyons les choses dans un bassin territorial qui s'appelle en gros la métropole Rouen-Normandie, sur laquelle il existe aujourd'hui des solutions très faciles d'approche qui ont été mises en place un peu partout en France ou en Europe concernant le transport des personnes et le transport des marchandises, en s'appuyant sur ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire réorienter le transport des personnes et des marchandises sur d'autres modes, mettre des chaînes multimodales, c'est-à-dire plusieurs niveaux de déplacement. C'est un peu complexe, on le concède, mais c'est bien plus durable, bien moins coûteux et bien moins impactant pour l'environnement, et notamment sur la question climatique, qui est quand même la question importante du 21e siècle. Et donc ce projet, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les élus de la métropole l'ont rejeté financièrement. Ce soir, on vous présentait ce sujet sous un angle assez original, finalement peu décliné, qui j'espère vous aura enrichi. Et je vous invite à continuer à consulter les réseaux sociaux sur la page Facebook de Première Deuxième Avenue, la page Facebook de Non à la 133, Effet de serre toi-même évidemment, et puis d'autres qui sont mobilisés, citoyens mobilisés pour la protection de l'environnement au sens très large du terme, mais aussi du patrimoine. Et il y a des alliances à tisser de ce point de vue-là pour vous tenir informé, pour essayer de rentrer au plus juste dans les enjeux du territoire, parce que ces enjeux du territoire, ils sont drainés par des intérêts économiques et que nous, les citoyens, nous devons faire valoir notre point de vue auprès des politiques pour que les arbitrages ne soient pas que le résultat du lobbying économique sur ce territoire. Sur ces bonnes vieilles paroles et ces bons vieux vœux, messieurs, nous allons dire au revoir au live Facebook que je vais arrêter. Je vous laisse dire au revoir à votre tour. Moi, je vais juste dire un mot, Je t'en prie, vas-y. un grand merci pour les gens qui ont signé la pétition qu'on a lancée sur change.org, qui est arrivée à plus de 11 000. Donc, c'était assez incroyable. On est arrivé à 10 000 en l'espace de 2 semaines. Bon, après, ça traîne, hein, mais en tout cas, c'était impressionnant d'avoir autant de soutien et merci à vous. Voilà, un grand merci. Julia, un petit mot pour dire au revoir? Merci de ton invitation. Bonsoir à tout le monde. Et je coupe le Facebook. Bonsoir.